Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, à ce rendez-vous de notre partenariat Mazexi. Pour ce nouveau webinaire, nous allons plonger au cœur d'une question essentielle, comment passer du clic au terrain et accompagner réellement le changement. Avant de commencer, un rapide rappel du déroulé de ce rendez-vous. Donc, nous allons ouvrir cette session avec Maïté Nepseron, coordinatrice de la Maz Academy, qui présentera le réseau Maz et le partenariat Mazexi. Nous poursuivrons avec Dounia Tazi, directrice des opérations de l'ICSI, qui nous apportera son éclairage sur la conduite du changement et les leviers pour faire évoluer durablement la culture SSE au sein de vos organisations. Nous aurons ensuite 2 témoignages d'adhérents de Maz. Nous allons débuter avec Sébastien Georges, directeur de Sotremo, groupe Veolia, qui nous présentera les premiers constats de leur démarche d'auto-positionnement de la culture de sécurité. Et enfin, le témoignage d'Amric Boucher, North Atlantic, qui partagera son retour d'expérience sur le déploiement de la Maz Academy au sein de son entreprise. Donc, pendant 1h30, nous vous proposons d'explorer ensemble comment transformer nos pratiques, mobiliser les acteurs vers une vision commune. Grâce au partenariat Mazexi, nous partagerons des méthodes et des retours d'expérience que nous espérons inspirants pour vous. Nous terminerons ce webinaire par un temps de questions-réponses. Vous avez un onglet pour poser vos questions durant l'ensemble du webinaire, donc n'hésitez pas, nous répondrons à vos questions en direct. Et si le temps nous le permet, nous consacrons un temps de questions-réponses avec les intervenants en fin de webinaire afin d'apporter des compléments aux réponses qui auraient pu être apportées en direct. D'ici quelques jours, vous retrouverez l'ensemble du replay et ainsi que les questions qui ont été posées pendant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, nous espérons que ce webinaire permettra de vous apporter un réel éclairage sur la conduite du changement. Et je laisse donc la parole à Maïté pour débuter. Maïté, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Rose pour le passage de relais. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le partenariat entre le MAZ et l'ICSI, dont l'objectif commun est d'améliorer la prévention des accidents. Donc le système MAZ fait aujourd'hui référence dans le domaine de la prévention des accidents. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup progressé en nombre d'adhérents, puisque aujourd'hui, nous avons franchi la barre des 7000 entreprises. En général, le MAZ est bien connu pour l'aspect certification en SSE, mais dans nos rôles d'association MAZ, il y a également le fait de continuer à vous accompagner pour améliorer la prévention des accidents et plus particulièrement celle des accidents graves et mortels. Donc, je vais reprendre ce graphique que beaucoup d'adhérents du MAZ connaissent, qui présente donc le nombre d'accidents au travers du TF1 et du TF2 et leur gravité au travers du TG au fil de leur cycle de certification. Donc, ce qu'on observe facilement sur ce graphique et qui a fait partie des constats qui nous ont amené à nous rapprocher il y a quand même maintenant quelques années de l'ICSI, c'est qu'en général, les entreprises, quand elles s'engagent dans la certification MAZ, donc c'est ce qu'on observe plutôt à gauche du graphique, on observe une baisse rapide du nombre et de la gravité des accidents. Et au fil, en fait, des cycles de certification, donc quand elles acquièrent une plus grande maturité sur le fonctionnement de leur système de management en SSE, on s'aperçoit que cette baisse, elle ralentit. Et j'ai oublié de faire passer mes diapos. Cette baisse, elle ralentit. Et on atteint ce qu'on appelle, en général, chez nous, un plancher de verre. Donc là, l'idée, ça a été de travailler avec l'ICSI, qui sont des experts de la culture SSE et des facteurs organisationnels et humains, pour essayer de comprendre comment nous, on pouvait vous accompagner, vous adhérents du MAZ, à passer ce plancher de verre. Donc, pour ça, l'idée, c'était qu'on travaille sur les 3 piliers de la culture de sécurité. Donc, le petit graphique, le petit schéma que vous observez, vous avez la situation des entreprises MAZées, telle qu'on l'imagine avec une bonne maturité SSE, donc plusieurs cycles de certification, 3 ans. Donc, on est à la jonction entre le pilier organisation et le pilier comportement humain. Et l'idée, c'est d'aller franchir ce cap et donc de travailler sur les facteurs organisationnels et humains. Donc,
comment on a travaillé ensemble avec l'ICSI depuis maintenant un certain nombre d'années. Tout d'abord, la publication des 9 conseils de mascotte pour développer une culture SSE qui sont à votre disposition sur l'ensemble de nos sites internet et qui sont une bibliographie sur comment travailler sur le comportement humain et les facteurs organisationnels humains. Ensuite, dans une deuxième étape, on a lancé la Maz Academy, qui est votre plateforme pédagogique qui vous permet de retrouver des parcours qui traitent de ces fameux 9 conseils de mascotte. En parallèle, il y a également une formation d'une journée sur les fondamentaux pour développer une culture SSE qui est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Voilà. Et la dernière grande étape, et maintenant pour la plupart vous le savez, c'est l'organisation de ces fameux webinaires où, comme Rose l'a présenté tout à l'heure, on va mélanger vraiment la partie théorique, explication des concepts qu'on veut aborder et des retours terrain de nos adhérents. Voilà. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde au MAS va être touché par ces notions de facteurs organisationnels et humains puisque le référentiel a évolué et donc la version 2014 est maintenant obsolète, vous le savez tous, puisque maintenant l'ensemble de nos audits de certification se passe sur la version 2024 qui intègre ces fameux FOH. Donc concrètement aujourd'hui, de quoi on va parler? De comment passer à l'action en culture de sécurité. Pour cela, je vais passer la parole à Dounia Tazi de l'ICSI qui va nous apporter les apports théoriques. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ensemble, on va regarder quelles sont les différentes étapes pour faire évoluer une culture de sécurité et conduire ce changement profond et de l'intérieur de vos organisations vers une culture de sécurité intégrée. Je vais un peu trop vite. Quelques mots sur l'ICSI. Donc, l'ICSI est une association qui œuvre à améliorer la sécurité, que ce soit dans les entreprises, mais aussi au-delà, en favorisant un débat ouvert et citoyen et en faisant tout un travail de diffusion et de vulgarisation de la culture sécurité auprès d'un large public. Comme l'a précisé Maïté, notre objectif à travers ce partenariat avec le MAS, c'est réellement de contribuer à l'amélioration et à la prévention des accidents graves et mortels. Donc aujourd'hui, l'ICSI, c'est un peu plus de 80 entités adhérentes qui travaillent sur le développement de la culture sécurité, la prévention des accidents graves, mortels et technologiques majeurs, et avec de nombreuses actions pour faciliter ce développement. Dans nos activités, je mettrai forcément en avant des événements comme celui-ci, des conférences et des webinaires pour permettre ce partage et également tout un volet de publications qui sont téléchargeables gratuitement sur nos sites et bien évidemment des activités que ce soit de formation, d'expertise et de groupes d'échange qui sont largement développés. En particulier, comme l'a dit Maïté, la formation spécifique sur la culture sécurité qui permet de faire d'un côté un positionnement sur sa culture de sécurité et aussi de regarder quels sont les leviers, y compris à travers l'utilisation de la Maz Academy pour pouvoir, j'irai travailler en profondeur sa culture de sécurité. Si on regarde une démarche de changement, et là aujourd'hui, d'une certaine manière, de manière globale, si on veut mener un changement, et en particulier un changement organisationnel et structurel, on va d'abord essayer de partager quelle est la situation de départ. On va regarder quelles sont les modalités pour avoir cette situation des départs, et surtout le mot le plus important, c'est finalement que ce soit partagé. On va également travailler, et là encore de manière collective sur l'ambition, quelle est la projection, quel est notre idéal d'une certaine manière, où est-ce qu'on aimerait être dans 3, 5 ans en termes de culture de sécurité, qu'elle soit plus intégrée et plus adaptée aux spécificités de l'entreprise. Et pour aller de la situation de départ vers l'ambition partagée, on va mettre en place des stratégies, avoir un programme d'action, des acteurs à mobiliser et des ressources à mettre en place. Alors, si on rentre un peu plus en détail,
La démarche d'évolution de la culture sécurité va s'organiser en 5 grandes étapes. C'est des étapes de conduite de changement organisationnel, mais réellement adaptées à l'évolution par l'intérieur d'une culture sécurité. Donc la première étape, c'est de réaliser un diagnostic, de savoir où est-ce qu'on en est en termes de culture sécurité, et surtout, et c'est l'élément fondamental, c'est de partager la nécessité de changer, partager la nécessité de faire évoluer sa culture de sécurité. Alors l'un des pièges, c'est que juste après le diagnostic, on veuille se lancer tête baissée dans un plan d'action. On sait que ça ne marche pas. D'aller trop vite vers des actions et des actions, je dirais, un petit peu disparates en se disant « Ah, on a identifié qu'on était faible à cet endroit, on va mettre une action pour pallier cette faiblesse. » C'est pas la bonne manière. Le travail réel, c'est de prendre le temps de travailler sur sa vision. Où est-ce qu'on a envie collectivement d'être dans 4-5 ans? Donc, prendre ce temps-là de projection, prendre le temps également de former ce qu'on va appeler des coalitions, c'est-à-dire ça peut être des ambassadeurs, ça va être comment est-ce qu'on va mobiliser la ligne managériale, comment on va mobiliser les instances représentatives du personnel. Donc vraiment, comment on va travailler cette mobilisation collective et bien évidemment aussi travailler sur quelles sont les stratégies que l'on va utiliser pour faire évoluer notre culture de sécurité. Donc c'est un temps qu'il faut savoir prendre pour pouvoir faire évoluer sa culture sécurité en profondeur. La troisième étape, c'est le programme. Donc, c'est la co-construction d'un programme culture sécurité qui va venir, je dirais, remplir le gap entre la situation actuelle, donc le diagnostic, et la vision et l'ambition que l'on a. J'insiste sur le mot co-construire le programme. Et je dirais à l'inverse, ça ne doit pas être un programme d'action qui est pondu par le service SSE, HSE ou voire même par le CODIR. C'est vraiment un temps de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes. Ça va permettre également d'identifier quelles sont les conditions de réussite pour cette évolution. Quatrième étape, c'est le parcours. C'est comment on va engager l'ensemble des acteurs dans le déploiement du programme. Là encore, un point particulièrement important, on ne va pas du tout être sur des actions qui vont pouvoir être menées par une ou deux personnes, par un spécialiste. Il y a peut-être besoin de ce type d'action, mais ce n'est pas une action culture de sécurité. Une action qui va réellement faire évoluer votre culture sécurité, c'est une action qui va engager l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs, des organisations, en tout cas le plus grand nombre, et qui va avoir comme objectif de faire évoluer les manières de faire et les manières de penser, donc du plus grand nombre, pour mieux maîtriser les risques. Donc, élément important du parcours, c'est d'engager l'ensemble des acteurs dans le déploiement de ce programme. Et dernier élément que l'on oublie un peu à certains endroits, c'est comment est-ce qu'on va travailler l'ancrage et la pérennisation des nouvelles pratiques et des nouvelles valeurs. Alors souvent, au début, on est dans une forme d'euphorie, on lance un grand programme, on a beaucoup d'énergie et on se lance à bras-le-corps dans cette aventure. Et puis, on se rend compte que petit à petit, parce que certains acteurs clés ont changé, que le soufflet peut retomber. Or, c'est le moment réellement charnière. Finalement, on aura réellement fait évoluer sa culture sécurité quand les acteurs qui ont lancé la démarche sont partis et que ça continue. Quand il va y avoir de nouvelles personnes qui vont arriver dans l'organisation et qui, naturellement, vont rentrer dans cette nouvelle culture parce que ça sera l'ancrage et ça sera la réelle manière de faire de l'organisation.
Donc maintenant, on va rentrer dans le détail de chacune de ces étapes pour faire évoluer la culture sécurité. Alors, on a mis un petit peu de temps au niveau de l'ICSI à construire cette démarche. Aujourd'hui, c'est une démarche qui est éprouvée, qui a une validité scientifique, qu'on a pu tester auprès de maintenant plus de 200 entreprises. Et vraiment partout dans le monde et avec une grande diversité de secteurs d'activité. Donc, c'est un travail qui petit à petit, en fait, a été éprouvé, que ce soit d'un point de vue pratico-pratique et également d'un point de vue scientifique. La première étape que je vais développer, c'est l'étape du diagnostic. Alors, c'est un diagnostic culture-sécurité dont l'objectif est vraiment d'aller investiguer, je dirais, de permettre un portrait objectivé des manières de faire et des manières de penser de l'organisation. Et pour ça, on va aller investiguer des choses qui sont visibles, les pratiques, et des choses qui sont invisibles, c'est les valeurs, les croyances et les attitudes des gens. Donc, pour tout ce qui est visible, on va aller regarder bien évidemment tout ce qui est autour du système de management, des processus, des organisations. Et typiquement, c'est l'occasion de regarder déjà qu'est-ce qu'il y a, par exemple, dans votre audit MAS. Ça donne déjà beaucoup d'éléments. Autre modalité qui est incontournable pour faire un diagnostic, c'est d'aller regarder les pratiques. Alors, les pratiques des intervenants sur le terrain, mais aussi les pratiques des managers. Donc, par exemple, aller observer des réunions de pilotage, des réunions de décision, des réunions de préparation des activités. Donc ça, c'est pour regarder la partie visible. On va aussi aller regarder et aller investiguer les choses qui sont invisibles. On va aller investiguer, donc, comme je le disais, les croyances, la perception des risques et les valeurs. Et pour cela, on va utiliser d'un côté un questionnaire de perception et de l'autre des entretiens individuels et collectifs qui ont cette spécificité d'aller finalement demander aux gens comment ils vivent la sécurité au quotidien. Bien évidemment, derrière cela, il y a des modèles d'analyse. Il y a des modèles d'analyse en termes de typologie de culture de sécurité. Et il y a également un modèle d'analyse sur où en est-on par rapport aux attributs d'une culture de sécurité performante. On va bien évidemment aussi aller regarder comment les gens finalement appréhendent la maîtrise et la prévention des risques, en particulier, quelle est la place de la prévention des accidents graves et mortels. Donc, une analyse documentaire pour aller regarder comment l'organisation est censée fonctionner, toute une partie d'observation du fonctionnement de l'organisation, que ce soit dans la partie purement terrain, mais aussi au niveau de ces différentes instances, et puis donc un questionnaire de perception et des entretiens. L'analyse documentaire, elle est là réellement pour qu'on puisse comprendre quel est le contexte de l'organisation, quels sont les objectifs, quelle est également la structure, les processus, les priorités qui sont données, également les résultats de l'organisation en termes de SSE. On prend un temps également pour des entretiens individuels avec les dirigeants. Ça permet de comprendre c'est quoi leur vision en termes de prévention des risques majeurs, quelle est la place finalement de la sécurité par rapport aux autres enjeux, qu'ils soient politiques, stratégiques, économiques. Donc, c'est des éléments que l'on va largement aller chercher. Alors, là, ce que je vous donne, c'est vraiment, si on veut faire un diagnostic complet et exhaustif, bien évidemment, il peut y avoir des situations où on peut avoir quelque chose de plus allégé. Je vous donne la version complète.
Autre élément incontournable, c'est les entretiens avec les instances représentatives du personnel. C'est des éléments pour vraiment savoir quel est d'un côté le climat social et encore quelle est l'attention qui est portée à toute la dimension santé, sécurité et environnement de l'organisation. Bien évidemment, l'ensemble de ces entretiens reste confidentiel, hein. Chaque entretien reste confidentiel et il y a un anonymat qui est assuré. Entretien avec les dirigeants, entretien avec les instances représentatives du personnel, qui peut être aussi bien évidemment complété par un questionnaire de perception. Un questionnaire, ce qui est important, c'est que ce soit le même questionnaire pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment de comprendre quelle est la perception des différents groupes, des différents acteurs sur les dimensions de la culture sécurité. Donc, on va retrouver des éléments autour de la perception des risques, des éléments autour des croyances et des éléments qui vont finalement nous donner des indications sur comment les gens vivent et ressentent la sécurité au quotidien et dans ces différentes dimensions. C'est un questionnaire, bien évidemment, qui est individuel. La partie terrain, l'idée, c'est de se caler sur de l'organisation et le fonctionnement normal et nominal, je dirais. Hein, on va aller observer la réalité des activités, en particulier l'observation des différents rituels, avec une idée d'être une immersion au cœur des activités. Ce n'est pas du tout une évaluation individuelle, une inspection ou encore un audit. Il n'y a pas de référentiel où on va se dire c'est conforme ou pas conforme. L'idée, c'est vraiment d'un côté de découvrir les activités, d'aller au contact des gens et de voir quelle est la place de la sécurité dans leur quotidien. On continue avec les focus group, qui est souvent l'élément qui, pour beaucoup de gens, c'est la première fois qu'ils participent à ce type d'entretien. Donc, c'est des entretiens collectifs où on ne va pas mélanger les niveaux hiérarchiques ni les statuts. Par contre, on peut tout à fait mélanger les métiers. Ça, c'est même à privilégier. Et l'idée, là encore une fois, c'est que les gens nous disent comment ils vivent la sécurité au quotidien. Qu'est-ce qui, pour eux, leur facilite le travail? Au contraire, qu'est-ce qui le rend difficile? Quelle est la relation par rapport à avec leur hiérarchie? Qu'est-ce qui se passe quand ils remontent une situation dangereuse? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident, etc. Donc, ça permet vraiment de voir comment les gens appréhendent au quotidien la sécurité. Et donc, avec tous ces éléments, finalement, on va avoir ce que je vais appeler un faisceau d'indices. On va avoir un faisceau d'indices qui va nous permettre de nous dire, d'un côté, quels sont les leviers et quels sont les freins à la culture sécurité. Et ce qui est encore plus important, c'est d'identifier quels sont les sujets pour lesquels les gens sont d'accord et ont une perception positive. Ça veut dire que sur ces sujets-là, ils ont l'impression d'avoir une vraie dynamique sur le sujet. On va aussi aller regarder les sujets pour lesquels les gens sont d'accord et ont une perception négative. Alors ça, c'est les sujets qui, finalement, les gens sont prêts à changer sur ces sujets. Hein, ils sont tous d'accord pour se dire non, là, ça ne va pas. Et donc, c'est des sujets, des thématiques sur lesquels il va être facile derrière d'engager un changement. Et enfin, on va aussi identifier les sujets sur lesquels les gens ne sont pas d'accord.
Et c'est des éléments qui sont extrêmement importants d'identifier ces sujets-là sur lesquels il n'y a pas d'accord, où il y a des perceptions qui sont très différentes. C'est souvent aussi des sujets sur lesquels l'organisation a eu l'impression d'avoir énormément investi, mais elle n'a pas les résultats escomptés. Elle dit, mais pourtant, par exemple, pourtant, on a énormément investi dans ce programme de formation, on a énormément investi sur la présence terrain, voire on a même énormément investi sur tel et tel équipement, et pourtant, ça n'a pas amélioré les choses. Ça, on n'a pas avancé sur le sujet. Et c'est souvent lié au fait que les différentes catégories de personnes n'ont pas l'impression de vivre la même chose. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on va, de manière beaucoup plus spécifique, pouvoir travailler. Après avoir fait cette phase de diagnostic, l'élément incontournable, c'est derrière de le partager. De le partager, alors bien évidemment classiquement avec le comité de direction, de manière systématique, bien évidemment avec les instances représentatives du personnel, et puis ensuite avec l'ensemble des personnes qui ont participé à cette phase de diagnostic. Alors on a l'impression souvent que le changement va commencer après le diagnostic. C'est totalement faux. Le changement commence dès la phase de diagnostic. De la manière dont il est mené, du temps qui aura été donné aux personnes, par exemple, et l'organisation qui aura été mise en place pour que les gens puissent répondre dans de bonnes conditions au questionnaire, le temps qui aura été aménagé pour que les gens participent aux entretiens. C'est déjà un vrai changement dans les organisations que de mener un diagnostic culture-sécurité qui va aller chercher la participation du plus grand nombre. Et souvent, ce diagnostic-là, parce qu'il enclenche déjà un premier niveau de changement, eh ben, il va y avoir des attentes très importantes. Plus on aura mobilisé les gens dans la phase de diagnostic, plus quelque part leurs attentes vont être élevées et ils vont être exigeants sur ce qui va se passer après. Par exemple, ils ne vont pas du tout comprendre qu'il y ait une phase de diagnostic qui soit très participative et qu'ensuite, tout le reste, se soit fait de manière très directive. La stratégie qui aura été mise dans la phase de diagnostic doit être en cohérence avec ce vers quoi on va tendre. Et ça va nous amener à la partie de vision et programme. Alors, on a fait le diagnostic. L'étape d'après, c'est de travailler sur la vision et donc la projection de là où on a envie d'être dans 3 à 5 ans. Donc, comment se passe généralement un séminaire vision? C'est déjà un rappel de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais surtout, prendre le temps collectivement de se dire où est-ce qu'on veut être demain. Quels sont les acteurs à mobiliser et comment on va les mobiliser? Avec l'idée qu'on a envie de chercher un maximum de personnes puisque on veut faire évoluer la culture sécurité et que la culture sécurité, c'est la mobilisation de tout le monde. On va ensuite, bien évidemment, aussi travailler sur quel est l'itinéraire, quelle est la stratégie pour mener ces changements. Ça va nous permettre d'identifier quelques axes stratégiques. J'insiste pour dire quelques axes stratégiques, pas trop. Généralement, nous, on va conseiller d'être à 3 axes stratégiques. 2, c'est déjà bien. 4, c'est déjà trop. Ce qui va amener, sur la base de ces axes stratégiques, de travailler également sur des typologies d'actions sur la culture de sécurité. Alors, je vais parler principalement de 2 et je vais juste énoncer les autres types d'actions culture sécurité. Alors, le premier type d'action culture sécurité, paradoxalement, ça ne fait pas évoluer la culture sécurité. Donc, les premières, c'est les quick wins.
Alors, les quick wins sont indispensables, mais en tant que tels, ça ne fait pas évoluer la culture sécurité. Mais ça va agir un peu comme un catalyseur. Ça va montrer que les choses bougent. Ça va nous permettre de travailler sur les irritants du quotidien. Donc, en tant que tel, un quick win, ça ne fait pas évoluer la culture sécurité. Ça permet, par contre, de démontrer assez rapidement qu'on prend en compte les irritants, ce que j'appelle aussi les cailloux dans la chaussure. Et c'est le premier signe de « on vous a entendu que ça vous enquiquine au quotidien ». Et donc, on va commencer par les régler, mais c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Il faut continuer à le faire très régulièrement, à gérer et à travailler sur ces irritants. Le deuxième type d'action, et là vraiment on va être au cœur d'une action culture de sécurité, c'est ce qu'on va appeler les actions emblématiques. C'est vraiment le cœur du programme, c'est très peu d'actions. J'insiste vraiment très peu d'actions, que ces actions emblématiques. Mais c'est celles dont on va se souvenir après 10 ans, après 15 ans. C'est vraiment ce qui aura marqué un véritable changement et qui va bien évidemment mettre du temps à se mettre en place. Parce que ce n'est pas des actions qui sont, je dirais, faciles. Et elles vont commencer à donner un peu leur plein potentiel au bout de 2-3 ans. Donc, c'est vraiment le cœur, très peu d'actions, ces actions emblématiques, mais c'est ce qui change réellement et en profondeur. Et ensuite, on peut avoir 3 autres types d'actions qui peuvent venir en complément, qui ne sont pas obligatoires, mais qui, dans certains cas, vont être intéressants. Le premier, ça peut être d'intégrer les facteurs organisationnels et humains dans des actions déjà existantes. Je vais donner juste un exemple. Ça peut être de la présence terrain. De la présence terrain, vous en avez tous. Mais intégrer les facteurs organisationnels et humains dans cette présence terrain, ça va faire évoluer une action qui est déjà en place chez vous. Donc, ce n'est pas une action en plus, c'est faire différemment des actions que l'on a déjà. Autre type d'action, et là, c'est quand on est dans un cas où on a des différences de perception qui sont très importantes. On peut avoir des actions, je dirais, avant de se lancer dans le cœur, des actions pour un peu rassembler les gens et réduire ces écarts de perception. Alors, le type d'action qu'on peut avoir dans ces cas-là, c'est ça peut être ce que je vais appeler des vies ma vie. Hein. Ça peut être également je dirais des temps de partage pour que chacun puisse exprimer sa position et comment il vit les choses au quotidien et d'avoir une forme un peu de confrontation constructive, bien évidemment, entre les différentes perceptions. Et enfin, le dernier, c'est ce qu'on appelle attraper les étoiles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent déjà très bien. Il faut s'assurer qu'on va les pérenniser. Il faut s'assurer qu'avec ce nouveau programme, on ne va pas affaiblir ce qui se passe bien, mais au contraire, utiliser ce qui se passe bien comme levier pour les actions et le programme qu'on est en train de lancer. Donc, pour résumer, la co-construction du programme, on va y retrouver des actions qui ont pour objectif de faire évoluer les manières de faire et les manières de penser, qui touchent le plus de personnes dans l'organisation et qui portent en premier lieu sur une meilleure maîtrise des risques les plus importants de l'organisation. Finalement, c'est replacer et redonner à la sécurité la place qui lui revient dans l'organisation. Donc là, c'est pour vous donner quelques exemples de peut-être les sujets sur lesquels portent la plupart du temps les programmes en termes de culture de sécurité. Donc, on va souvent retrouver des éléments autour du renforcement du leadership sécurité, d'avoir des espaces de débat et de partage sur les risques les plus importants, de développer la culture juste et équitable, de comment développer la vigilance partagée, comment est-ce qu'on favorise l'implication de tous les acteurs de l'organisation, comment on redonne du sens au système de management,
travailler sur tout ce qui est autour de la culture apprenante et les remontées aux causes profondes des événements, l'intégration des facteurs organisationnels et humains dans les dispositifs, ou encore bien trouver l'équilibre pertinent entre la conformité aux règles et les comportements proactifs en termes de sécurité. Dernière étape, comme je le disais, incontournable, c'est cet ancrage. Comment vous vous assurez que tout ce travail autour de la culture sécurité s'intègre et s'ancre dans la vie et le fonctionnement de l'organisation. Donc, comment est-ce que vous assurez que vous alignez votre plan stratégique avec cette nouvelle culture et ces nouvelles valeurs? Comment est-ce qu'on s'assure que ces nouvelles pratiques, elles sont bien intégrées dans les processus clés de l'organisation? Comment, à des moments, on revoit aussi notre système de management pour s'assurer qu'il reste cohérent avec ces changements? Un élément incontournable, comment les nouvelles recrues, les nouvelles personnes qui rejoignent l'organisation vont être intégrées, quel est leur parcours d'intégration et leur parcours culture sécurité, de manière à ce que ça fasse partie des manières de faire et des manières de penser au quotidien de l'ensemble des acteurs. Je laisse maintenant la parole à Sébastien Georges de Veolia. Bonjour à toutes et à tous. Merci Dounia. Avant de commencer, je voudrais vous rassurer, et je souhaiterais lever le doute, c'est bien moi, Sébastien, qui vous parle derrière cette voix. C'est pas d'avatar, pas d'IA, juste moi, et une application qui aujourd'hui est capricieuse et qui a finalement décidé que visualiser ma tête n'était pas essentiel à la présentation. Elle a peut-être finalement raison, d'ailleurs, on verra bien à la fin. Bon, trêve de plaisanterie, ce que Dounia nous a présenté, cette démarche globale de l'ICSI, ces différentes étapes, ce chemin du diagnostic à l'ancrage, c'est une boussole. Mais une boussole ne nous dit pas ce que nous pouvons rencontrer sur le chemin. Elle ne nous dit pas les moments de doute, ce qui coince vraiment quand on essaie de changer une culture dans une entreprise telle que chez moi, Sotremo, qui est une PME appartenant à Veolia d'une 30aine de personnes, qui est située au Mans et qui est spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets dangereux et dont je suis le directeur depuis septembre 2021. C'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui, pas un cas d'école, une vraie histoire, à la fois avec ses aspérités, ses révélations, et ses résultats concrets après 3 ans de travail. Sur la slide suivante, qui ne s'est jamais posé cette question, combien d'entre vous ont déjà eu ce sentiment en tant que dirigeant, responsable QSE ou manager, d'avoir fait tout ce qu'il faut? Les procédures sont écrites, les formations sont faites, les affichages sont en place, les audits sont passés, et pourtant, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne prend pas. C'était finalement notre situation chez Sotremo il y a quelques années. Nous avions les outils, on avait des documents, on avait des certifications, mais nous n'avions pas la maturité, je dirais, espérée en matière de culture de sécurité. Et la différence entre les deux, nous l'avons comprise avec mon équipe d'encadrement progressivement. La différence, c'est ce qui se passe quand personne ne regarde, c'est ce qu'un opérateur fait ou ne fait pas quand il est seul face à une situation qui sort de l'ordinaire. C'est si un collaborateur va interpeller son chef ou se tait pour ne pas faire de vagues. Sur la slide suivante, qui présente mon site Sotremo, nous traitons environ 55 000 tonnes de déchets dangereux par an, qu'ils soient sous forme liquide, pâteux ou solide. Ça représente environ 20 livraisons par jour, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, de camions citernes ou d'hydrocureurs qui proviennent de plus de 200 clients. Un site qui est classé à autorisation au titre des ICPE, certifié ISO 14001 depuis plusieurs dizaines d'années et engagé dans le MAS en tant qu'entreprise utilisatrice depuis 2022. Avec des risques tels que des dégagements gazeux, des blast effects, les effets de surpression, des risques d'incendie. En final, un environnement où ça passera peut avoir des conséquences irréversibles. Et dans ce contexte, les indicateurs ne suffisent plus. Il nous fallait quelque chose de plus profond, il nous fallait changer nos manières de faire et aussi nos manières de penser.
Sur la slide suivante, on relate le fait qu'en 2022-2023, on a pris une décision, pas une décision de procédure, une décision stratégique, à savoir s'appuyer sur le référentiel Franche-Chimie-Maz et surtout la Maz Academy, non pas comme des outils de conformité, mais comme, je dirais, des leviers de transformation culturelle. Et cela en cohérence avec notre démarche groupe, que l'on nomme Act for Human Safety, qui a été développée avec le professeur Joule, et qui place exactement les mêmes convictions au cœur de l'action. On en a parlé, les comportements humains, le leadership, la communication engageante, également les facteurs organisationnels. Et pour que ce soit un véritable projet de changement, il fallait respecter, je dirais, quelques postulats fondamentaux. D'abord, un leadership engageant de la part de la direction. Ce projet, il ne peut pas être délégué uniquement et simplement à la fonction SSE. Il devait être porté par moi en tant que directeur du site, avec ce que ça implique en termes d'exemplarité, de sincérité et parfois d'inconfort. Ensuite, ancrer une démarche participative, pas une transformation imposée d'en haut, mais établir une co-construction qui s'est avérée déterminante. Et enfin, impliquer toutes les parties prenantes, pas seulement nos 30 collaborateurs, mais aussi nos sous-traitants qui interviennent sur notre site, nos fournisseurs, nos clients. La fonction achat a ainsi intégré des critères MAS dans nos processus de sélection des prestataires, puisque en tant qu'entreprise utilisatrice, nous avons une responsabilité vis-à-vis des entreprises qui interviennent sur notre site. Et si notre culture sécurité progresse, elle doit aussi bénéficier à ceux qui travaillent avec nous et pas simplement à nos propres salariés. On nous a tous parlé du diagnostic comme première étape incontournable. Et sur la slide suivante, voici ce que ça a donné concrètement chez nous à Sotremo. Au premier trimestre 2023, on a réalisé notre premier autopositionnement avec l'outil de la Maz Academy, structuré autour des conseils de mascotte à travers une vingtaine de questions. Et nous avons fait quelque chose d'inconfortable, j'en parlais en préambule, nous avons fait participer tous nos collaborateurs, sans exception. Je dis inconfortable parce que ça implique une transparence totale. On ne peut plus se raconter des histoires ou se baser uniquement sur des croyances. Alors, le résultat est à la fois, sur la slide suivante, excusez-moi, les résultats affichés nous ont donné une cartographie précise de notre maturité réelle, de manière globale. Mais nous avons voulu disposer de résultats plus approfondis en regardant à la fois par ancienneté sur le site, par emploi, direction, encadrement, opérateur, mais également par service. Alors chez nous, c'est le service laboratoire, maintenance, exploitation, maintenance, administratif aussi bien financier, commercial et autres. Et ainsi de ne pas avoir une cartographie telle qu'on imaginait ou on aimerait avoir, mais celle que nos équipes perçoivent. C'est ça qui est important. Et le résultat a été à la fois rassurant, on a eu des points forts et révélateurs, mais nous avions aussi des angles morts. Et ce diagnostic honnête nous a donné une base solide pour construire notre propre plan d'action. Et c'est ce qu'on peut indiquer comme partager la nécessité de changer. Et cette nécessité, qui une fois partagée avec toute l'équipe, devient véritablement un carburant. Et au regard de cette photographie, nous avons retenu 4 piliers prioritaires. On ne peut pas travailler, on en a parlé, on ne peut pas partir sur tous les piliers. Il a fallu qu'on identifie ensemble vraiment les piliers prioritaires qu'on devait travailler et peaufiner encore aujourd'hui. Mais je ne veux pas ici juste les lister, mais plus vous les raconter pour donner du sens à notre projet. Et c'est sur le slide suivant que je veux m'attarder le plus. Le premier pilier, et qui n'est pas un hasard en termes de position, concerne le leadership SSE de l'encadrement. Nous avons fait appel au MAS pour former notre encadrement sur les fondamentaux de la culture sécurité, intégrés, dispensés par l'ICSI, et ce dont parlait Dunia tout à l'heure. Ensuite, nous avons utilisé les manettes pédagogiques de la Maz Academy pour outiller les managers, qui sont vraiment des vrais outils clés en main, avec des supports visuels, des mises en situation et des questions de discussion, enfin en tout cas qui amènent à la discussion. Mais l'outil ne suffit pas. Il faut de l'opérationnalité, de l'utilisation concrète sur le terrain avec les équipes.
Et concrètement, cela se traduit par le fait que chaque responsable de service anime désormais des ateliers sur des thématiques dédiées à la sécurité avec son équipe. Et je parle bien d'animation. Ce n'est plus la fonction SSE qui porte le message, c'est véritablement la ligne managériale elle-même. Et c'est un glissement de posture qui est l'un des changements les plus profonds que nous ayons observés sur notre site. Le deuxième pilier porte sur les risques majeurs. Et là, je veux vraiment prendre aussi le temps sur ce pilier parce que ça me paraît être le meilleur exemple qui illustre le mieux ce que signifie véritablement intégrer la culture sécurité dans un projet d'entreprise. Je prends comme exemple l'actualisation de notre étude de danger où nous avons fait appel à un cabinet externe spécialisé pour la faire. Seulement, nous avons imposé une condition non négociable, simplement que les opérateurs soient co-acteurs du travail et pas des observateurs passifs. Alors, on peut se demander pourquoi. Parce que j'ai la conviction que ce sont eux qui connaissent les vraies dérives, ces situations atypiques, ces modes dégradés qui peuvent, si on ne réagit pas au fil du temps, finalement devenir des conditions normales d'exploitation. Et je pense que ça parle à beaucoup de personnes qui écoutent la présentation. Et ce que le prescrit ne capte pas, ce qu'un expert extérieur, aussi compétent soit-il, ne peut pas voir seul en quelques jours. Et le résultat concret, en impliquant à la fois nos opérateurs, ce sont que 2 scénarios majorants de notre étude de danger, dont ils n'avaient pas forcément connaissance auparavant, ont été identifiés et éradiqués. Le scénario de bleb sur une cuve d'oxygène qui a été supprimée, et le scénario de dégagement gazeux au niveau d'une cuve qui contenait de l'acide chlorhydrique utilisé sur nos process et qui a été substitué par un autre acide en GRV. Finalement, 2 risques réels éliminés à la source grâce à cette co-construction entre expertise externe et je dirais l'intelligence et la connaissance du terrain. Et pour faire l'écho, c'est exactement ce que décrit l'ICSI. C'est un véritable projet de changement visant à mettre en place des valeurs et des pratiques pérennes pour maîtriser les risques majeurs. Alors pour nous, cette valeur, ce sont que les opérateurs sont des acteurs de la sécurité et pas des bénéficiaires. Et ça est devenu une véritable réalité opérationnelle. Le 3e pilier, celui des remontées des situations dangereuses et bien sûr de leur traitement. Nous avons simplifié le processus, accélérer les traitements, focaliser sur les IPO, les événements au potentiel de gravité, et essayer d'instaurer un rétex, un retour d'expérience systématique. Mais le levier le plus concret, ce sont des moments dédiés par des réunions mensuelles terrain entre opérateurs et managers où on échange, partage sur les situations dangereuses. Chaque signalement fait l'objet d'une identification de mesures compensatoires, à minima, et d'un suivi rigoureux jusqu'à suppression complète du risque. Un indicateur qui permet de démontrer cette implication reste le nombre et je dirais la pertinence de remontée de situations dangereuses et leur traitement qui ne cesse d'augmenter. Et c'est ça, c'est une très bonne nouvelle, pas uniquement parce que le site est moins sûr, mais parce que les gens font confiance au système. Ils savent que signaler sert à quelque chose, que leur alerte sera traitée et que finalement personne ne sera sanctionné pour avoir levé la main. Enfin, le dernier pilier porte sur la vigilance partagée. Ici, nous avons travaillé et poursuivons toujours les actions sur le droit à l'interpellation, à savoir le droit d'intervenir, mais aussi d'accepter d'être interpellé. La responsabilité collective, le feedback constructif. Concrètement, chez nous, cela passe entre autres par l'application de la stop guard. Grosso modo, c'est la minute d'arrêt sécurité. Mais pour nous, c'est là que tout se joue. Elle est valorisée en interne. Utiliser sa stop guard, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est véritablement un acte professionnel reconnu et salué. Et pour rendre cette valorisation visible et tangible, nous avons créé un mur des succès. Pour illustrer chaque action engagée par un membre du personnel pour prévenir un risque, cet événement-là est affiché. Et c'est là que ça devient concret. C'est visible dans l'usine et ça change profondément le rapport de chacun à la sécurité. Signaler n'est plus un risque, c'est une fierté. Bien sûr, une autre action engageante reste aussi nos visites de sécurité, qui fonctionnent selon le principe tous visiteurs et tous visités, de l'encadrement jusqu'à l'opérateur.
ces visites de sécurité sont aussi axées sur les facteurs humains et organisationnels tels que l'indiquait Dunia. Tout le monde observe et tout le monde peut être observé. Et ce principe d'horizontalité dans la vigilance conduit aussi à transformer notre rapport au risque. Et pour aller plus loin, sur le slide suivant, depuis le premier autopositionnement qui date de 2023, comme je vous l'ai évoqué, nous renouvelons chaque année auprès de notre personnel. D'ailleurs, le mois prochain, nous allons effectuer notre 4e autopositionnement pour mesurer l'évolution de notre maturité avec le même questionnaire. Les résultats sont bien sûr communiqués avec toute transparence à l'ensemble du personnel et c'est un engagement que nous avons tenu chaque année. Et comme vous pouvez le visualiser sur le radar de la slide suivante, qui reprend les résultats des 3 dernières années, notre progression est significative sur l'ensemble des leviers mascottes. Tous les curseurs ont avancé, mais avec des marges de progrès encore significatives. Certains de façon très marquée, et 2 axes demandent encore des efforts. La remontée des situations dangereuses et le développement de la culture juste. Ce sont nos chantiers en cours, et je pense que finalement, de les nommer publiquement à vous, c'est déjà une preuve de maturité culturelle. Mais les chiffres ne racontent pas tout. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on observe sur le terrain. Et moi, j'observe avec fierté, en tant que directeur de mon site, des managers qui ont changé de posture. Des ateliers animés par des responsables de service, des opérateurs qui interpellent, une stop card qui circule, un mur des succès qui s'enrichit, des réunions mensuelles qui traitent les signalements jusqu'à suppression du risque, et une étude de danger co-construite avec les opérateurs qui a permis d'éliminer 2 scénarios majeurs. Et avec tout ce que je viens de vous dire, et lorsque j'ai préparé cette présentation, je me suis posé des questions que nous pouvons voir sur la slide suivante, à savoir qu'est-ce que tu referais ou qu'est-ce que tu ferais plutôt. Bien, finalement, ce que je referais exactement à l'identique, c'est placer la direction en première ligne dès le départ. Quand j'ai décidé que tout le personnel devait répondre au même questionnaire, quand j'ai participé aux ateliers, aux visites sécurité, comme n'importe quel membre de l'équipe, je pense que j'ai envoyé un signal que rien d'autre ne peut remplacer. Ce n'est pas un projet SSE, et je veux bien insister ici que c'est un projet d'entreprise. Traiter cela comme un vrai projet, avec un planning, un comité de pilotage, des ajustements réguliers et la patience d'accepter aussi que le changement culturel ne se mesure pas en semaines, mais en années. Co-construire aussi avec les équipes à chaque étape. L'étude de danger avec les opérateurs en est l'exemple le plus fort. Les ateliers animés par les managers en sont un autre. La participation crée l'appropriation. Et quant à ce que je ferais plutôt, ce serait finalement d'élargir aux parties prenantes extérieures dès le début. Nous l'avons fait progressivement, rétrospectivement, intégrer les sous-traitants plus tôt, pourrait, je pense, à accélérer certainement certains changements. Et pour conclure, avec une dernière slide, Dunia nous a présenté une démarche, un cadre, une boussole, c'est ce que je disais en introduction. Ce que je veux que vous reteniez de ce que nous avons vécu chez Sotremo, c'est que cette boussole, elle fonctionne, mais qu'elle ne remplace pas le chemin, et que le chemin, il faut le faire avec ses équipes, toutes ces équipes, et Dunia en parlait, entreprises utilisatrices comme entreprises intervenantes, opérateurs comme managers, intégrer nos IRP internes comme prestataires également, puisque la culture sécurité intégrée, ce n'est pas une destination, c'est une manière de voyager ensemble. Et chez Sotremo, nous voyageons depuis presque 4 ans, nous ne sommes pas arrivés, mais nous ne voyageons plus de la même façon qu'au départ. Et ça, aucun auditeur ne peut le mesurer à notre place, et ça se vit. Donc, je vous remercie de votre attention et laisse maintenant la parole à Émeric Boucher de North Atlantic. Bien, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? Tout le monde m'entend bien? Oui, j'espère. Bon. J'ai pas de retour, donc je pense que ça doit… Oui, apparemment oui. Donc c'est tout bon, parfait. Bonjour à toutes et tous. Je vais me présenter rapidement. Donc je suis Émeric Boucher, je travaille pour
l'entreprise North Atlantic, qui est le nouvel actionnaire des sociétés de l'ancien groupe ExxonMobil en France depuis maintenant quelques mois. Alors, il faut juste que je clique pour retrouver voilà, la petite barre de défilement. Et donc, mon rôle au sein de l'entreprise, je suis donc dans le département sécurité, hygiène, environnement, laboratoire. Et je suis plus spécifiquement, en plus de ça, en charge de la partie terrain, donc sécurité du personnel terrain. Et j'ai aussi un rôle dans le, et c'est en lien avec ce que je vais présenter aujourd'hui, en lien avec les entreprises intervenantes qui sont quand même des acteurs majeurs sur notre site. Donc, le thème ici abordé aujourd'hui, c'est du clic au terrain, c'est surtout l'utilisation d'outils pour ancrer durablement, j'aurais pu le rajouter, des comportements SSE que nous attendons, que je vous propose de balayer dans les prochaines minutes. Alors, le thème du séjour, donc, c'est travailler donc, avec nos entreprises dites intervenantes, donc une culture de sécurité intégrée et qui répondent à nos exigences. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais présenter donc le site de North Atlantic, donc qui se trouve à Port-Jérôme-sur-Seine, en Seine-Maritime. Vous avez deux photos ici, une vue d'avion et puis une vue de la Seine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ExxonMobil auparavant et North Atlantic aujourd'hui, c'est un acteur, je dirais, historique du MAZ, même un des fondateurs dans l'association MAZ. Et évidemment, on a contribué, on continue à contribuer dans l'association et évidemment à utiliser les bienfaits et les outils que propose le MAZ. Et donc, le souhait, c'est surtout de continuer à ancrer ce développement de culture sécurité intégrée. Voilà. Donc, une petite présentation rapide. Donc, nous, on est sur un site qui est un site industriel de classe mondiale qui est Seveso Seuil Haut, qui est dans sa géographie positionné idéalement à la fois pour les imports-exports et aussi pour accompagner à la fin la transition énergétique. Bon, là, je parle plutôt du futur. Donc, comme je le disais, on est à Port-Jérôme-sur-Seine, en Seine-Maritime. On est à l'est du Havre, à environ 40 km, et à 180 km de Paris, entouré d'autres industries, où on est intégré, puisqu'on a une partie raffinerie, en fait deux raffineries en une partie pétrochimie qui garde quelques activités, une usine de lubrifiants finis, avec, comme je le disais, une situation géographique à la fois avec accès à la Seine et à la mer, et aussi aux pipelines, différents pipelines qui permettent de, nous approvisionner en matières premières, qui est le pétrole brut, et d'aller livrer nos clients, qui sont pour une grande partie des gens de région parisienne et connexes, et à côté de ça, de fournir aussi certains de nos clients qui sont les aéroports parisiens, beaucoup les aéroports parisiens, toujours via le réseau de pipe. Et on est très intégré ici localement, puisqu'on a une partie notamment fournisseurs d'hydrogène autour de chez nous. Et on a bien sûr, comme tout site pétrolier, raffinage, pétrochimie, je dirais des équipements de stockage permettant de stocker la matière première, les produits intermédiaires et les produits finis, avec les différentes modalités d'expédition et d'expédition et de réception. Voilà, donc ça c'était juste pour brosser rapidement la situation de notre site. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je disais justement avant, dans le sujet du jour, donc notre stratégie, parce qu'il y a vraiment une stratégie SSE, donc sécurité, santé, environnement, elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie d'abord sur le fait que nous sommes, en tant qu'entreprise utilisatrice, et je parlerai des entreprises intervenantes derrière, on est engagé dans le MAZ depuis sa création, parce que le référentiel du MAZ est adapté aux exigences, ça c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point qui est vraiment fondamental, et ce pourquoi je dirais on est très fan du MAZ, c'est que il est très orienté pratico-pratique et terrain. Et vous allez voir après que le cas que je présente est vraiment un cas pratico-pratique de terrain qui descend jusqu'aux intervenants outils en main. Donc, ce qu'on utilise ici dans le cas présenté, c'est des éléments de la MAZ Academy, qui est pour nous vraiment une boîte à outils qui est accessible à tous, donc entreprises utilisatrices comme nos entreprises intervenantes, permettant de développer un langage commun entre nous, c'est-à-dire entre entreprises utilisatrices et entreprises intervenantes,
Ce référentiel MAS, il intègre nos exigences sécurité, santé, environnement pour nos entreprises, alors sous-entendu nos entreprises intervenantes, et il est en fait lié ou synergisé ou symbiosé avec notre système de management de la sécurité des opérations. Il a l'avantage d'avoir une structure qui est une approche qui est dite adaptée et adaptable, c'est-à-dire qu'en fait, on va quelque part utiliser les éléments qui nous intéressent dans cette boîte à outils qu'est la MAS Academy, avec à l'intérieur des modules sur lesquels on souhaite s'appuyer. Ce qu'il faut savoir à la fin, pour terminer sur les entreprises intervenantes, c'est que, et ça c'est une particularité, c'est pas que de notre site, mais de beaucoup de sites qui ont des activités de chimie et de pétrochimie, c'est que toute entreprise intervenante qui travaille chez nous, le cas de base, c'est qu'elle doit être certifiée MAS pour opérer, pour effectuer ses prestations de services. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont aussi notamment pour ne pas les citer, mais je vais les citer quand même, les entreprises de tuyauterie, parce que vous imaginez bien que sur un site comme le nôtre, il y a quelques centaines de mètres, je pense qu'on parle plutôt de kilomètres ou de centaines ou milliers de kilomètres de tuyaux, et donc ces entreprises-là ont été aussi quelque part pionnières dans l'adhésion au MAS. Alors, je vais évoquer ici un exemple, alors vraiment, encore une fois, très très concret de terrain. Je pourrais vous faire un exposé sur toutes les... On a choisi ce thème-là aujourd'hui, qui est le cas de la mise au travail. Alors vraiment, je rentre vraiment dans un sujet de détail, mais qui fait partie du référentiel MAS, qui est de dire, aujourd'hui, on a un élément... Alors, dans ce qu'on appelle, je vais vous expliquer ce que c'est que la mise au travail, qui fait partie du référentiel MAS. On s'est rendu compte que cette phase qui est absolument clé dans la vie d'un chantier était pas forcément, comment dire, utilisée, ou en tout cas avec l'impact qu'on souhaitait avoir. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est de dire, on va impliquer, donc nous, North Atlantic, et entreprises intervenantes, pour s'assurer que la mise au travail, c'est-à-dire le moment où on démarre le boulot le matin, est fait de façon efficiente et surtout de façon homogène. À la fin, évidemment, c'est que ce qu'on veut surtout, et c'est la finalité, c'est que les gens rentrent chez eux le soir, intègrent physiquement. C'est-à-dire que personne ne soit blessé, et ça, c'est clairement la finalité recherchée par tous. Et donc, pour nous, c'est cet élément mise au travail, lancement du travail aussi, ou job start, que certains appellent, est vraiment un élément clé, une phase clé dans la vie d'un chantier. Alors, comment est-ce qu'on a fait? On a eu une approche type groupe de travail, où on a intégré à la fois des représentants de chez nous, entreprises utilisatrices, et entreprises intervenantes. On n'allait pas faire ça tout seul dans notre coin, c'est-à-dire en disant on construit quelque chose, qu'on décline et qu'on impose aux entreprises intervenantes, aussi parce que, encore une fois, ça fait partie du référentiel du MAS et certains outils développés dans la MAS Academy, et c'est surtout à la fin d'élaborer, la finalité, c'est d'élaborer un support documentaire et un guide qui explique pourquoi est-ce que cet événement, ce moment de lancement du travail est important dans la journée. Donc, j'ai mentionné ici le détail, l'appui du MAS, qui est la partie référentielle du référentiel MAS 2024. Pour être très précis, c'est dans l'axe 3.3, pour ceux qui sont familiers avec le référentiel MAS de 2024, et plus particulièrement la partie mise au travail. Et on est allé aussi chercher des outils de la MAS Academy où la partie lancement du travail, la mise au travail, est abordée dans les standards métiers. Puisque l'idée à la fin, c'est que un des éléments pour assurer la sécurité d'une exécution d'opération, c'est que le standard métier soit bien intégré, soit bien appliqué, soit bien compris par tous. Voilà. Donc le résultat est le suivant. Pour vraiment parler de choses très très concrètes, c'est que le support documentaire qui a été sorti derrière ça a permis d'intégrer ce qu'on en attendait, c'est-à-dire à la base des éléments de la réglementation, et notamment la partie modes opératoires et surtout à la fin la partie plan de prévention. Le deuxième point, et ça a été mentionné d'ailleurs, c'est assez intéressant dans la présentation précédente, les phases de ma journée où je vais avoir des potentiels, des blessures, enfin des événements où je risque d'avoir des blessures altérant durablement la vie, donc ce qu'on appelle quelquefois les hypos. Et ça, on veut vraiment, dans ces phases, je dirais, identifier cela
avec un petit outil qui, chez nous, s'appelle les actions qui sauvent la vie. Donc, c'est vraiment, ou certains appellent ça les règles d'or, ou c'est vraiment les typologies d'activités dans lesquelles on a le plus de risques d'avoir de blessures altérant durablement la vie. C'est ensuite, au moment de ce lancement du travail, cette mise au travail, d'identifier les éléments qui sont essentiels quand on doit répondre à l'urgence. Typiquement, s'il y a une alerte gaz, une alerte incendie, c'est qu'est-ce que je dois faire, où est le point de rassemblement, comment est-ce que je me protège, qui je dois prévenir, qui sont évidemment des éléments fondamentaux quand on travaille sur un site comme le nôtre. Et enfin, le dernier point, qui est de s'assurer que chacun a bien compris son rôle et ses responsabilités sur la journée, en tout cas le chantier qui s'ouvre, et à la fin, donc on a partagé la documentation dont on vient de parler, mode opératoire, les phases les plus à risque et la façon dont on va se protéger. Et surtout, on a un petit encart, ou une petite attention, enfin, pas une petite attention, une attention qui est portée aux intervenants de courte durée ou les nouveaux arrivants, parce qu'on sait que ce sont des gens, c'est des populations qui sont plus facilement touchées qui ont plus de risques de se blesser. Voilà. Alors, ça ne s'arrête pas là, parce que c'est pas le tout de faire du papier ou de faire des supports. Il faut évidemment accompagner. Et l'accompagnement, il se fait sur le terrain. Ça ne se fait pas dans le bureau ou avec une présentation PowerPoint ou un simple mail qu'on envoie. C'est que ça doit s'accompagner dans la durée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'inscrit dans un programme et qui doit s'accompagner dans la durée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une certaine maturité en termes de déploiement de système SSE sur le site, mais qui dit maturité dit que tout n'est pas parfait, loin de là. Et donc, il est important, encore une fois, d'accompagner sur le terrain, d'abord pour diffuser et présenter le support auprès des acteurs, leur expliquer, je l'ai dit précédemment, le rationnel qu'on a derrière, et surtout de s'assurer que les gens ont bien compris pourquoi on faisait ça. Voilà. Et surtout, c'est de s'assurer que les gens le mettent en œuvre. Quand on dit programme de vérification de la bonne compréhension, c'est aussi qu'ils ont bien compris, et s'ils comprennent bien pourquoi est-ce qu'ils doivent le faire, ils doivent derrière le mettre en œuvre. Alors, les résultats qu'on a vus, c'est qu'on avait, de façon plus probante et faciliter la pratique, alors, la minute d'arrêt sécurité du MAS, que chez nous on appelle le minute papillon personnel, mais qui est exactement le copier-coller de ça. Le fait d'aller se focaliser sur les tâches à haut risque de blessures qui altèrent potentiellement durablement la vie. Alors, je peux vous citer des exemples. Des blessures, c'est quand on va travailler en hauteur, quand on va travailler autour d'un équipement mobile, quand on va rentrer dans un espace confiné. Voilà, il y a un certain nombre, quand je vais utiliser une grue, où là, typiquement, c'est des phases où on sait que potentiellement, on peut blesser grièvement des gens. Une fois qu'on l'a identifié, on a identifié les principaux risques, et à la fin, on sait comment s'en protéger. Et surtout, à la fin, c'est puisque ça, c'est l'encadrant de premier niveau qui anime cette mise au travail, c'est que ça renforce sa position de leader, notamment de leader sécurité, santé, environnement. On capte l'ensemble des trois éléments, et vraiment, parce que la position du leader, ce qu'on appelle l'encadrant de premier niveau, a un rôle absolument clé sur tout chantier, parce que c'est vraiment lui qui est le pivot entre ce qui se passe sur le terrain, le chef d'équipe, ça peut être le chef d'équipe, ça peut être encore une fois l'encadrant de premier niveau, et les gens qui sont à la fin outillants. Et ce qu'on observe, c'est que la capacité, et on a de multiples exemples, la capacité des gens en utilisant ces outils, à la fin bien sûr d'éviter des accidents graves et mortels. Donc là on est dans la prévention des accidents. Pour certains, l'acronyme PAGEM que certains d'entre vous connaissent, la prévention des accidents graves et mortels, à la fin, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Je parle de blessures altérant durablement la vie, ça veut dire des gens qui se blessent avec des blessures où il y a des séquelles à long terme, voire permanentes, ou pire, des gens qui perdent la vie. Et donc, ce qu'on cherche vraiment, c'est éviter ça. Et on a par ce mécanisme, je dirais qu'on en a presque tous les jours, notamment quand on a la mise en œuvre de la minute d'arrêt sécurité, des gens qui mécaniquement s'arrêtent, font un stop, parce que ça aboutit sur des stops de façon pertinente, parce que la situation est par exemple pas sécure pour pouvoir mener le chantier tel que prévu. Voilà, donc ça c'est des exemples que je peux citer, mais qui en tout cas renforcent ce message au moment du lancement du travail. Alors, pour ouvrir un petit peu la suite, parce qu'on ne s'arrête pas là, bien sûr, l'idée, c'est quoi le futur? Et un peu pour expliquer, comme ça a été aussi un peu sur le même schéma précédemment, c'est un peu
comment est-ce qu'on s'assure que ça marche bien, ce type d'initiative? Je l'ai dit avant, il ne faut pas que ça se fasse, il faut que ça soit collaboratif. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un système qui vient de nous, entreprises utilisatrices, qui serait, je dirais, qui viendrait du haut du management et qu'on décline de façon un peu arbitraire et sans explication aux différents intervenants. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où il y a un engagement commun, avec une démarche collaborative, c'est ce que j'ai dit, et on explique le rationnel à tous les niveaux. Et enfin, on accompagne sur le terrain avec un système de ce qu'on appelle de vérification-validation, où on vient s'assurer, encore une fois, que les gens ont bien compris et mettent bien en œuvre ce qu'on attend d'eux. Et les outils qu'on utilise, c'est ceux que j'ai cités, hein, c'est les standards métiers qui sont dans la MAS Academy, les éléments de vigilance partagés, puisque quand on fait cette mise au travail, on s'assure aussi, ça je ne l'ai peut-être pas dit avant, c'est que les gens, quand ils démarrent le matin, ils sont en bonne condition physique, en bonne forme pour effectuer les travaux. Je vais vous citer un exemple très rapide. Un exemple dans des métiers très à risque, des gens qui font des travaux sur corde. Typiquement, ces gens-là chez nous, s'il y en a un qui n'est pas trop bien le matin, il peut arriver qu'il se dit aujourd'hui, je ne vais pas grimper à la corde parce que je ne suis pas suffisamment en forme pour pouvoir faire les travaux en hauteur, et donc je serai là en assistance. C'est un exemple que je vous donnais. Donc, et c'est aussi le rôle des collègues de s'assurer, dans ce métier-là, je dirais que la vigilance partagée est absolument clé, et de s'assurer aussi aux collègues de dire, toi aujourd'hui, c'est peut-être mieux que tu restes dans cette position-là, que tu ne viennes pas travailler en hauteur. Voilà. Et enfin, le futur, ce vers quoi ça ouvre, c'est vraiment le souhait, c'est d'avoir, de développer, de mettre en place, de décliner le leadership sécurité, santé et environnement à tous les niveaux, que ce soit côté entreprise utilisatrice, parce que les deux sont vraiment intimement liés, comme entreprise intervenante. Ce que je dis ici, c'est que, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous, c'est que c'est ce qu'on voit, c'est que notre niveau d'exigence avec notre personnel, avec notre organisation en tant qu'EU, est le même qu'avec nos entreprises intervenantes. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas se blesser. L'objectif, c'est que les gens ne se blessent pas chez nous, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'ils soient de chez nous, du personnel entreprise utilisatrice ou d'entreprise intervenante. Voilà, je pense que j'ai à peu près balayé l'ensemble de la présentation. Je crois que je vais repasser la main à Rose, c'est ça? C'est Rose, je pense, peut-être. Voilà, donc j'arrête, je rends le voilà. C'est tout bon. Très bien, merci beaucoup, merci Aymeric, merci aux 4 intervenants, pardon, pour l'ensemble de vos interventions. On est un petit peu en avance, donc on va avoir du temps pour poser les questions qui ont été posées par l'ensemble des invités et des participants à travers la conversation. Donc, je vous propose de débuter par une première question destinée à Dounia. Est-ce que vous pouvez nous partager des exemples de questionnaires de perception? Alors, tout d'abord, je crois que dans le cadre de la MAS Academy, il y a un questionnaire d'auto-positionnement sur la culture sécurité. C'est également un auto-positionnement qui est proposé dans le cadre de la formation pour voir où est-ce que vous en êtes. Alors, c'est une première phase d'auto-positionnement. Il y en a d'autres, bien évidemment, qui peuvent être plus complets. Les thématiques que l'on va y retrouver sont d'un côté des questions de positionnement sur la perception des risques, des questions autour des croyances en termes de sécurité, et puis également des perceptions sur les différentes facettes, je dirais, de la culture sécurité. Donc, on va avoir des questions qui sont autour de la conscience des risques et de l'organisation qui est en place pour maîtriser les risques. On va avoir des questions sur le leadership sécurité. On va avoir des questions autour de est-ce qu'on a une culture interrogative, est-ce qu'on se pose des questions, comment est-ce qu'on apprend des événements qui se passent bien ou moins bien, est-ce qu'on a une culture de la transparence. Donc voilà, c'est ces différentes dimensions. En fait, on va retrouver des questions relatives à chaque attribut
d'une culture de sécurité intégrée. Très bien. Merci beaucoup, Dunia, pour cette réponse. J'ai une autre question pour Sébastien. J'en ai deux, mais je vais commencer dans l'ordre. Alors, comment avez-vous présenté et encadré le projet justement d'autopositionnement? Je m'interroge sur le fait que chacun donne son avis et ait des demandes égoïstes, ce qui pourrait compliquer le démarrage, voire tuer le projet dans l'œuf. J'ai pas bien compris, Rose. Tu peux répéter ça? Tu veux que je répète? On t'entend un petit peu mal, Sébastien. Je me permets de répéter la question. Comment avez-vous présenté et encadré le projet d'autopositionnement? Je m'interroge sur le fait que chacun donne son avis et ait des demandes égoïstes, ce qui pourrait compliquer le démarrage du projet. Pour la présentation du projet, comme un projet d'entreprise, d'abord le présenter pour avoir l'adhésion de l'équipe de direction. Donc sur lequel après il y a un engagement, on signe un engagement, une charte d'engagement sur lequel on se dit on y va et on lance le projet, et notamment le questionnaire de la Maz Academy dont parlait Dunia, comme disait, hein, ces vingtaines de questions. Après, c'est un suivi, c'est jouer la transparence auprès des salariés, et je le disais, hein, c'est présenter l'ensemble des résultats, et c'est pas que le côté quantitatif, c'est aussi le côté qualitatif, où on a besoin aussi de verbatim, et ça, les verbatim, on le fait remonter typiquement à ce niveau-là, et puis le côté anonymat, c'est qu'en fait la confiance, elle vient pas de l'outil, elle vient de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait des résultats. Le côté égoïste, je l'ai pas ressenti concrètement, j'ai pas ressenti comme tel. C'est vraiment les actions qui sont mises en place, partagées avec l'ensemble du personnel. Et en fait, je dirais que ça prend parce que le personnel, au final, décrit de plus en plus des verbatim, voit que ça évolue et voit qu'ils sont pleinement intégrés dans le projet. Donc, j'ai pas ce ressenti-là. Très bien, merci. Donc, je poursuis avec toi, Sébastien. Une autre question également qui enchaîne un petit peu par rapport à cette première interrogation. Est-ce que les managers ont été formés SSE à travers un parcours dédié? Et est-ce que des outils de type fiche réflexe ont été partagés? Et est-ce que les rôles et responsabilités ont été partagés? C'est une même personne qui a posé ces trois questions, c'est pour ça que je me permets d'enchaîner. De toute façon, quand on regarde notre premier autopositionnement, hein, alors je l'ai passé assez brièvement, qui était en 2023, on voit que le côté leadership n'était pas forcément le sujet prioritaire, mais néanmoins on a voulu le mettre en premier axe, hein, comme premier pilier, et nos managers ont été formés à cette culture sécurité avec la journée dispensée par l'ICSI. Ça, c'était une première étape pour avoir cet alignement justement sur le côté leadership. Après, rôle et responsabilité, je le vois pas, je comprends pas trop le sens de la question, mais en tout cas, notre premier axe de travail était vraiment sur le côté leadership. Pour moi, c'est le pilier principal sur lequel il faut réellement travailler. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien, pour ces éclairages. Je vais passer maintenant les questions du côté d'Aymeric. Alors, j'avais deux questions notamment, donc je vais commencer par la première. Avez-vous une idée pour démontrer l'intérêt de la mise au travail? Que fait-on du document par la suite? Et au-delà que ce soit une demande de référentiel, est-ce que ça peut éviter une situation dangereuse? Les équipes terrain ont du mal à comprendre l'intérêt de ce document. Pour eux, c'est surtout et encore du papier à remplir. Excellente question. Alors, je vais juste préciser un point, c'est que le MAS, sauf erreur de ma part, n'exige pas le fait que le lancement du travail soit documenté. Alors nous, c'est une exigence qu'on a déployée ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte, alors je suis un peu... Il y a des moments où il faut être un petit peu directif, c'est qu'on se rend compte que si ce n'est pas un minimum documenté, alors le document est
et proposer, hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà des entreprises qui ont développé leur propre lancement du travail. Hein. Certains de nos, la forme n'est pas imposée, c'est-à-dire qu'on a développé quelque chose qui était proposé. Maintenant, si certaines entreprises, certains grands groupes ont déjà leur propre mise au travail, leur propre documentation, on n'est pas allé l'imposer. L'intérêt de ça, c'est qu'on s'assure que le moment il a bien lieu, qui dure 5-10 minutes. C'est pas le document en tant que tel qui nous intéresse, c'est vraiment la discussion qu'on va avoir autour des éléments majeurs que j'ai évoqués, c'est-à-dire l'aspect plutôt réponse à l'urgence, l'aspect quelles sont dans les principales activités, quelles sont celles qui sont vraiment à plus haut risque de blessures altérant durablement la vie. Et il n'y en a pas 50, hein. Il y en a généralement, quand on regarde la documentation, quand je vais sur le terrain, regarder la documentation au lancement du travail, c'est une ou deux. Hein. Il y a dans la journée, et c'est vraiment que les gens aient identifié ça. Et le point important, c'est de s'assurer aussi qu'il y a peut-être des phases dans le chantier où on va devoir faire un stop prévu, c'est-à-dire ce qu'on appelle un point d'arrêt. Et ça permet aussi d'identifier ça, le lancement du travail. C'est-à-dire, attention, là, on sera une fois qu'on aura fini telle phase, là, on s'arrête 5 minutes, 2 minutes, le temps de remettre en place, le temps de sécuriser la zone. C'est ce point-là. Et à la fin aussi, le fait de l'avoir documenté, alors ça sera l'étape d'après. C'est ce qu'on appelle le job débrief en fin de journée. Donc, débriefing de la journée. Alors, quelquefois, ça se fait de façon, je l'ai vu souvent, de façon informelle. Mais l'intérêt d'avoir le document, c'est plus facile de faire un débrief, de regarder de ce qu'on a discuté en début de journée, d'avoir une trace documentaire. Alors ça c'est encore l'étape suivante, c'est de se dire, voilà, par exemple, sur un chantier qui va durer plusieurs jours ou plusieurs semaines, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on a eu telle opération, on a fait tel point d'arrêt, on a dû s'arrêter pour telle raison, demain, on fera un peu différemment. Et c'est des choses qu'on rediscutera au moment du lancement du travail, de demain, voilà, pour la suite du chantier. J'espère que ça répond un peu à la question, mais en tout cas, c'est ces arguments-là, en fait, ces éléments-là qu'on amène aux équipes de terrain et qui doivent être renforcés par la supervision de l'entreprise, évidemment. Ce n'est pas nous, donneurs d'ordre, hein. C'est l'entreprise qui déploie ça à l'intérieur de son organisation. C'est vraiment le point important. Et via l'encadrement de premier niveau. Voilà, j'espère que ça répond à la question de façon assez complète. Voilà. Ouais, merci beaucoup, Henri, pour cet éclairage. J'avais une deuxième question à te poser sur la mise au travail. Alors, je ne sais pas si tu as déjà rencontré cette problématique. Comment intégrer la mise au travail dans une entreprise dont les opérateurs interviennent seuls? Alors, là, on est plus sur du... alors, après, il faut regarder quel type d'opération, voilà, c'est toujours quand on dit un opérateur, quand il est tout seul, qu'est-ce qu'il va faire comme type d'opération? Mais c'est vrai que nous, je veux dire, je prends l'exemple de chez nous. Oui, nous, on a des opérateurs qui, à certains moments, interviennent seuls. Alors, la façon dont ce qu'on inculque, en tout cas, le comportement qu'on cherche comment dire, pas inculquer, mais à influencer pour les gens qui interviennent seuls. Alors oui, il y aura pas une mise au travail dans ce cas-là, si je prends cet exemple-là. Ce qu'on veut surtout derrière, c'est que les gens, c'est quelque part le réfléchir avant d'agir. C'est de se dire, voilà ce que j'ai à faire, voilà l'opération élémentaire que je vais avoir à faire dans la demi-heure ou dans le quart d'heure qui suit, ou je pense par exemple aux opérateurs qui ont, je prends de sites pétroliers, pétrochimiques ou à flux continu, où ils vont avoir une tournée à effectuer. C'est quand je vais effectuer cette opération-là, est-ce que je suis bien équipé? Est-ce que quand je vais faire cette opération-là, je ne vais pas me mettre dans l'axe du danger? Enfin, c'est de se poser c'est presque automatique, hein. C'est un automatisme. Donc, il n'y a pas de mise au travail en tant que tel. Et c'est plus du côté je réfléchis avant d'agir, quoi. Mais évidemment, là, dans ce cas-là, je ne vais pas formaliser une mise au travail tout seul. Encore une fois, sur une opération qui serait simple ou une succession d'opérations que j'appelle moi élémentaires. Et c'est surtout ce qu'on veut surtout, c'est que l'opérateur qui est seul ait cette capacité à identifier une situation qui est pas habituelle, c'est-à-dire effectivement oui, j'ai ce travail-là à faire ce matin, mais c'est bizarre, tiens, la configuration de l'unité a changé, je vois pas aussi bien que d'habitude, il y a un nuage de vapeur, il y a des odeurs qui sont bizarres, j'ai pas forcément le bon outil, c'est de savoir voilà, comment est-ce que je m'adapte à cette situation avant d'agir. Et moi, c'est ce que j'appellerais la mise au travail individuelle,
mais qui est faite, en fait, c'est le réfléchir avant d'agir. En fait, c'est comment est-ce que je me mets en situation pour travailler en sécurité. Voilà, c'est plutôt ça. Mais en effet, il n'y a pas de mise au travail, en tout cas, dans ce qu'on entend, mise au travail dans le sens MAS. Très bien. Alors, je me permets d'apporter aussi un commentaire qui a été mis sur cette thématique de mise au travail. Oui. Il est important de préciser que la mise au travail doit être réalisée sur le terrain et non au bureau, avec l'ensemble des équipes participantes. Cette démarche ne doit pas être effectuée uniquement par le chef d'équipe ou le chef de chantier, mais avec l'implication de tous. C'est un petit peu ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est collaboratif avant tout. Complètement. Ouais, ça c'est clair. C'est vrai que je l'ai pas précisé. Oui, j'aurais dû. Autant pour moi. C'est bien de l'avoir précisé. Oui, la mise au travail, elle se fait les pieds dans la terre. Pour parler très concrètement. Elle se fait pas, en effet, dans un coin du bureau. Elle se fait vraiment au pied de l'équipement ou des équipements, l'endroit où on va intervenir. Ça c'est vrai. Et ça se fait. On fait verbaliser l'ensemble des équipiers. Ça, je confirme. Ouais, complètement. Très bon point de précision. Alors, je poursuis avec toi, Aymeric. On a une question également concernant North Atlantic. Avez-vous chez North Atlantic connu des difficultés culturelles majeures, des retours en arrière après la mise en œuvre de ces éléments de culture sécurité? Quelles ont été les causes principales ou majeures et comment avez-vous redressé la barre? De retour en arrière, alors je comprends pas. Est-ce qu'on a connu des épisodes de retour en arrière? C'est quoi, lié au fait qu'on ait changé d'actionnaire ou en fait, je cherchais à comprendre. Alors, moi, j'ai pas vu de retour en arrière. On peut, dans des périodes, en effet, où on a des changements de direction ou d'orientation, ça, c'est vrai que ça peut être des éléments de changement. En effet, quand on a des éléments de changement avec typiquement ce qui vous est arrivé avec un propriétaire qui change, on peut imaginer que peut-être que l'emphase qu'on avait en tout cas l'engagement et sur la valeur sécurité de nos opérations aurait pu avoir. On pourrait peut-être imaginer qu'il y ait peut-être moins d'attention, moins d'exigence là-dessus. Alors nous, on l'a pas vécu ça. Je dirais même bien au contraire. Parce qu'il faut juste comprendre, c'est que alors je parle vraiment de notre cas particulier, mais il y a peut-être d'autres personnes de site Céveso Seuil Haut dans l'Assemblée, mais très clairement, la maîtrise de la sécurité de nos opérations est juste absolument fondamentale. On peut pas, les impacts d'une non-maîtrise sont tels que les impacts à tous les niveaux, sur les populations environnantes, sur l'environnement, sur les gens d'abord, les gens qui travaillent chez nous, c'est-à-dire les gens à la fois des gens de chez nous, les gens des entreprises, les impacts donc encore une fois, sur la santé des gens, sur leur sécurité, sur l'environnement, sur les procédés, sur les installations. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne peut que durer, et on peut pas baisser la garde là-dessus, parce que sinon demain ça veut dire que potentiellement on peut avoir soit un événement majeur qui fait que on va avoir des dégâts sur des dégâts humains d'abord et matériels ensuite, qui seront complètement, qui peuvent être destructeurs, au-delà du fait que ça peut toucher encore une fois les communautés avoisinantes et l'environnement. Donc non, il n'y a pas de, je veux dire, derrière ça, nous, on peut, si on a pas ça, on peut plus opérer, très clairement. Si on maîtrise pas ça, nous, demain, on a aussi des autorités qui nous regardent, j'ai oublié de les mentionner, mais demain, si on maîtrise pas ça, le site disparaît, très clair. Donc non, il n'y a pas de, oui, il y a eu des moments un peu perturbés quand il y a un changement, et c'est justement à ce moment-là qu'il faut réaffirmer ces valeurs fondamentales, parce que, encore une fois, derrière, c'est notre permis d'opérer. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Très bien, écoute, dans tous les cas, comme je te disais en introduction, on remettra l'ensemble des questions avec le replay, en annexe avec le replay. Donc, il y a eu beaucoup de questions de poser, on a répondu au fur et à mesure, les gens ont pu voir les réponses. Voilà, on répondra à celles aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre parce qu'il y avait d'autres questions très intéressantes, mais là, le timing est serré, on va devoir conclure. Donc, je tenais à remercier vraiment l'ensemble des participants de ce webinaire.
l'ensemble aussi, bien sûr, des participants. Merci pour vos questions, pour vos retours aussi, voilà, vos témoignages en direct via l'outil de questions-réponses. Je trouve que ce webinaire a été très riche de par vos expertises, par vos échanges, par vos témoignages. Nous espérons pour tous les participants que ce webinaire vous a vraiment permis d'avoir des clés concrètes pour faire progresser votre culture de sécurité. L'important, c'est vraiment de donner du sens aussi derrière tous les messages et toutes les actions qu'on peut mener pour déployer vraiment cette culture sécurité et vraiment accompagner vers le changement les équipes opérationnelles. Je souhaite à tout le monde une très belle continuation et puis au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire dans le cadre de ce partenariat Mazexi. Très belle fin de journée à tous.